5e session de qualité cet après-midi, mais visiblement on les enchaîne. Vous le savez, ils sont peu nombreux, les économistes français, à avoir obtenu le prix le plus prestigieux du monde dans leur domaine. Alors quoi de mieux que de donner la parole à l'un d'entre eux? C'est Jean Tirole, qui est prix Nobel 2014. Il nous fait le plaisir de répondre aux questions de 2 étudiants. Il s'agit de Cécile Marchand-Ménard et Quentin Balu de Sciences Po Toulouse. Sous la férule ou la houlette, vous choisissez, de Béatrice Parino, rédactrice en chef adjoint du Point. J'aimerais entendre des applaudissements alors que la salle se remplit. Merci. Merci à vous. Béatrice, on va laisser peut-être allez, 20 secondes, le temps que les gens changent et s'assiedent. Voilà, ils arrivent en nombre. Merci de vous installer rapidement pour qu'on puisse commencer la table ronde. Merci de votre compréhension. On peut y aller, Béatrice. Merci Boris. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci en particulier à Cécile et Quentin qui finalement ont fait tout le travail. On a travaillé ensemble pour préparer cette table ronde et les questions, on va aborder 4 thèmes différents. Le premier, c'est, on va revenir sur la crise des Gilets jaunes. Cécile, peut-être la première question. Alors oui, ça va bientôt être l'anniversaire de la mobilisation des Gilets jaunes, là, ce week-end. Des grosses mobilisations sont notamment annoncées en décembre. On voit même à travers le monde, à Hong Kong, au Chili, en Argentine, au Liban, que les classes moyennes se mobilisent. On a l'impression d'une mondialisation, cette insurrection. Mais alors c'est une insurrection contre quoi ? Je crois qu'il y a d'abord des peurs et des frustrations qui sont un peu générales partout. Alors, ça varie selon les pays, les causes sont différentes, mais c'est clair qu'il y a des frustrations par rapport à la montée du chômage dans certains pays, la crise financière, le climat où il se passe pas grand-chose. Je crois qu'on va en reparler tout à l'heure. La dette publique, les retraites qui ne sont pas financées, tout ça et tout ça. Et finalement aussi l'inégalité, parce qu'on voit un certain déclassement dans beaucoup de pays, des classes moyennes en particulier. Alors avec un peu plus de protection évidemment en Europe, des pays comme la France que par exemple aux États-Unis, mais on voit un petit peu les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et évidemment derrière il y a les peurs. Et les peurs, ça comprend bien sûr ce qui va se passer pour certains avec le climat, mais aussi la peur du chômage, l'intelligence artificielle, les robots qui vont nous remplacer avec des emplois qui ne seront pas forcément les mêmes. Donc on trouve ça un peu partout. Et après, il y a des phénomènes plus ou moins idiosyncratiques selon les pays. L'expression, alors c'est vrai qu'à Hong Kong, là, on observe un problème qui est un problème plus politique, avec une révolte un peu de Hong Kong contre la Chine. Voilà, donc c'est un petit peu le sujet. Quentin, peut-être ? Du coup, on parle beaucoup de déconnexion des élites par rapport au reste de la population. En France, le mouvement des Gilets jaunes a pris de vitesse à la fois les politiques, les médias, les experts, y compris les économistes. Quelles leçons est-ce que vous en tirez ? Alors sur les Gilets jaunes, de nouveau, il y a des frustrations qui parfois sont légitimes, à savoir que les politiques n'ont pas eu le courage d'expliquer un certain nombre de choses. La nécessité d'une taxe carbone, par exemple, la nécessité qui est cruciale, c'est vraiment crucial d'instaurer une taxe carbone, c'est une bonne taxe. On leur a menti sur le diesel, on leur a menti parce qu'on a subventionné le diesel, alors qu'on ne devrait pas subventionner. Mais entre-temps, évidemment, les gens ont acheté des voitures diesel et ils sont coincés avec des voitures diesel, plus ou moins, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les gens habitent, je ne sais pas, à 70 km de Toulouse et ils ont pris l'habitude, effectivement, de venir, parce que c'est moins cher, de venir travailler à Toulouse. Et on ne leur a pas expliqué que c'était un problème, ça. Et en même temps, on protège la rente foncière dans les villes. Hein, c'est le plus clair à Paris, mais même à Toulouse, un peu partout, parce qu'on refuse de construire en hauteur. Et donc, on éloigne de plus en plus les gens des centres-villes. Et évidemment, quand on leur dit que l'essence va être chère, parce qu'il faut quand même aussi faire attention au carbone et à d'autres choses, ben évidemment, ils se révoltent. Donc c'est une situation difficile et en plus, on n'avait pas prévu, je pense, les compensations nécessaires. Chaque fois qu'on fait une réforme, bien sûr, et même ça c'était une bonne réforme, on doit aussi faire attention, effectivement, pour les gens les plus défavorisés, on peut les compenser. Même un truc très simple comme un chèque énergie ou environnement, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais
on aurait donné en gros la taxe carbone de façon égale à tout le monde. C'est un truc très simple, je ne dis pas que c'est l'optimum, mais eh ben, les plus pauvres y auraient gagné. C'est-à-dire que la taxe carbone pour les plus pauvres aurait été plus que compensée par le chèque. Donc là, on aurait déjà évité un certain nombre de choses. Et puis évidemment, le gouvernement a payé un certain nombre d'erreurs politiques qui ont été faites depuis très longtemps. Mais vous, monsieur Tirole, on a parlé beaucoup de déconnexion des élites. Les politiques ont été rattrapés qui n'auraient pas vu cette colère, cette gronde dans les campagnes et même en périphérie, dans les villes. Est-ce que vous, en tant qu'expert, en tant qu'économiste, vous êtes remise en cause en disant « moi aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas perçu en France » ? J'ai des sentiments mélangés quand on tape sur les élites parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et c'est vrai que quand on est au centre de Paris, on ne réalise pas quel problème ça pose d'augmenter le prix du diesel ou de mettre une taxe carbone, etc. On est un peu en dehors, déconnecté de tout ça parce qu'on a des transports en commun, parce qu'on prend Uber et que de toute façon on a les moyens. Ça c'est clair. Donc il y a un problème, mais il y a aussi la question de quand on commence à remettre en cause les élites, automatiquement on remet en cause le système politique. Alors, je suis souvent en désaccord, mais il faut quand même pas aller trop loin, parce que si on dit tous les politiques sont déconnectés ou à l'extrême ils sont corrompus, enfin je sais pas, là on remet en cause la démocratie et c'est très très grave, quoi. Même s'il faut être critique, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Et je dirais la même chose avec les experts, c'est-à-dire que les experts, ils sont pas parfaits, ils font des erreurs aussi dans tous les domaines. Mais à remettre en cause les experts, on est en train de dire, finalement, tout se vaut. Tout se vaut et tout est relatif. Et évidemment, les populistes poussent ça à mort. Les populistes refusent le jugement des experts parce que, après tout, une vérité en vaut un autre, c'est ma vérité contre la vôtre, et puis finalement, c'est un choix politique et on laisse tomber. Et alors justement, vous parlez de remise en cause des experts. Parfois, sur des sujets, on a l'impression d'entendre... notamment de la part des économistes, tout et son contraire selon qui on va interroger. Est-ce que finalement, vous, en tant qu'économiste, vous pouvez énoncer la vérité ou est-ce que vous énoncez seulement votre point de vue ? Alors, ce qu'on énonce, évidemment, c'est ce qu'on sait, comme tout scientifique, ce qu'on sait à l'instant T. Donc, on apprend au fur et à mesure, on révise nos croyances, en quelque sorte, avec l'évidence qui arrive au fur et à mesure. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Alors après, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que notre rôle, c'est finalement de dire où nous amène la science, sans préjugés. Et parfois, elle nous amène à des endroits qui ne sont pas forcément ce qu'on veut. Mais il faut expliquer ce qu'on sait. Et finalement, il y a quand même un consensus très généralisé sur un certain nombre de sujets. On fait de la recherche, justement, sur les sujets qu'on comprend mal. C'est le propre de la science, d'une certaine manière. Mais il y a un consensus sur beaucoup de sujets. On mentionnait le climat. Vous prenez, alors à part en France, où il y a parfois encore des résistances qui sont d'ailleurs beaucoup plus politiques qu'économiques, vous prenez tous les économistes dans le monde, pratiquement tous, vous disent qu'il faut un prix du carbone. Et il y a unanimité, tous les prix Nobel, tous les grands économistes américains, partout, dans le monde entier, vous disent qu'il faut un prix du carbone. Donc il y a une quasi-unanimité, alors avec des ajustements, il y a des variantes, etc. Donc on pourra en discuter. C'est pas vraiment une leçon aussi simple que ça, c'est plus compliqué, mais enfin en gros on sait. Vous prenez des sujets comme, je sais pas, la réduction du temps de travail. Vous vous entendez pas dans les salles de séminaire que réduire le temps de travail, qui par ailleurs peut être désirable, j'en sais rien, c'est un choix sociétal. Vous entendez jamais dans les salles de séminaire que réduire le temps de travail, ça va diminuer le chômage. Il n'y a aucune évidence empirique et la logique veut que ça ne soit pas forcément vrai. De même, on pourrait remettre le service militaire pour éliminer le chômage, etc., etc. On pourrait chasser les étrangers, on pourrait faire des tas de choses. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il y a un consensus entre les économistes. Et je pourrais continuer sur ces consensus. Il y en a quand même beaucoup.
Vous avez pris l'exemple de la réduction du temps de travail. J'ai un souvenir récent, celui de la polémique autour de la réforme du droit du travail. Vous y avez participé en quelque sorte en signant une tribune qui répondait à une autre tribune. Vous étiez plutôt favorable à la réforme quand les autres signataires de l'autre tribune étaient défavorables. Là aussi, on est un peu dérouté, que ce soit les lecteurs, que ce soit les Français et même en journaliste. Donc sur ces grands sujets-là, comment faire et pourquoi tout simplement ne pas dire voilà, on est d'accord sur ça et on n'est pas d'accord sur le reste? Alors, là, c'est un petit peu la question. C'est effectivement ma proposition sur la réforme du travail, enfin un des volets, parce qu'il y a beaucoup de réformes du travail, évidemment, c'était de responsabiliser les entreprises vis-à-vis du coût qu'elles imposaient à la société quand elles mettaient quelqu'un à la porte. Plutôt que d'avoir une politique très dirigiste et non informée. Donc ça, c'est un problème un peu technique. Après, je crois que c'est compliqué, et je pense que les médias ont un rôle important là-dedans. Il ne faut pas succomber à ce que j'appelle le syndrome de la BBC. La BBC, en tant que chaîne nationale anglaise, pendant le Brexit, le débat sur le Brexit, mettait systématiquement quelqu'un pro-Brexit et quelqu'un contre le Brexit. Et sur des sujets, par exemple, en économie, alors après, on peut avoir ses idées politiques, mais enfin, comme des sujets en économie où pratiquement tous les économistes sérieux, enfin, qui ont une réputation internationale, on dit c'est idiot. C'est idiot, la Grande-Bretagne ne va pas y gagner à s'engager dans le Brexit. Mais ça n'empêche que la BBC mettait quelqu'un qui allait raconter que la Grande-Bretagne allait gagner 2% ou 3% de croissance. Et ça, c'est un petit peu difficile parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y a une cacophonie et les non-experts se disent mais qu'est-ce qui se passe? Alors je ne sais pas quelle est la solution à ça, parce que d'un côté on veut une liberté de parole, et donc il ne s'agit pas non plus de dire vous n'avez pas le droit à l'antenne parce que vous n'avez pas le CV correspondant, ou je ne sais pas. C'est un peu compliqué, mais je veux dire qu'il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on met systématiquement deux points de vue opposés face à face, et puis c'est de nouveau ma vérité contre la vôtre, et à aucun moment on dit mais quelle est l'opinion sur la science? Je prends le réchauffement climatique. Il y a une immense majorité de gens qui pensent qu'il y a une influence de l'homme sur le réchauffement climatique. Mais il y a aussi des gens, parfois sérieux d'ailleurs, qui disent, ben non, bon, moi, mon point de vue, je suis économiste, je ne suis pas du tout climatologue, mais je travaille beaucoup sur le climat. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde le consensus scientifique et il me dit une chose. Mais effectivement, si je regardais dans chaque journal, dans chaque plateau de télévision, je voyais quelqu'un qui disait « Ah, il faut faire quelque chose », puis l'autre qui disait exactement le contraire, ben, je ne saurais pas. La seule façon de savoir, c'est effectivement de regarder quel est le consensus scientifique là-dessus. Le climat, justement, c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, Quentin Cécile, parce que quand on a préparé cette intervention, vous l'avez mis tout en haut de la liste. Pourquoi, finalement? Parce que je ne sais pas, vous, Jean de Tirole, mais moi, quand j'avais votre âge, c'était pas du tout un sujet de préoccupation. Bah, aujourd'hui, on a de plus en plus conscience de la nécessité de protéger notre environnement. Au fur et à mesure, il y a des experts, le GIEC et d'autres organismes qui viennent apporter de l'eau à ce moulin-là. Et donc, il y a au fur et à mesure une prise de conscience vraiment de la nécessité vraiment d'agir dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter. C'est ça, je pense qu'on est peut-être une des premières générations qui prend pleinement conscience de cette problématique. On a les preuves scientifiques. On fait peut-être pas nous partie de la génération, mais sûrement nos enfants qui vont faire partie de la génération qui va peut-être connaître une extinction de masse. Donc oui, forcément, ça fait peur. Et donc, pour arrêter ça, on se pose énormément de questions auxquelles il faut répondre et qu'il faut solutionner maintenant et pas attendre. Pour revenir au contexte des Gilets jaunes, parmi les revendications des manifestants, il y avait l'opposition à la taxe carbone. Pourtant, pour vous, on ne peut pas s'en passer de cette taxe carbone, c'est bien ça? Bah, déjà, bon, je suis très très heureux que Quentin et Cécile et toute cette génération finalement se mobilisent contre le scandale. Il faut bien dire ce qui est. C'est un scandale actuellement, c'est un crime contre l'humanité actuellement qu'on est en train de commettre. Alors évidemment, ça sera enfin pour moi, ça sera les petits-enfants et arrière-petits-enfants, mais c'est vrai qu'il faut faire quelque chose.
Et il y a un peu de greenwashing qui se passe. Alors c'est au niveau des politiques, avec la COP21 à Paris, où il y a eu des ambitions très fortes, mais aucune action concrète. On le voit aussi dans le monde du business, avec la Business Roundtable aux États-Unis en 2019, qui a produit un beau document pour dire qu'ils allaient faire quelque chose. C'est un document, on le dit peut-être pour le public, il y a une centaine de grands groupes américains qui se sont engagés finalement à faire du business durable, à savoir faire du business en protégeant notre planète. Pourquoi vous dites que c'est des bons sentiments ? Alors, c'est des bons sentiments. Alors, j'accuse pas tout le monde, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de cadres et de chefs d'entreprise qui sont vraiment conscients de la chose et qui sont prêts à faire quelque chose. Mais disons qu'il n'y a pas vraiment de choses concrètes. C'est un peu comme dans la COP21, c'est une promesse collective. Et d'ailleurs, Elizabeth Warren leur a demandé, mais montrez-moi quelque chose de concret dans ce que vous dites. Et je pense que c'est très vrai. Faire des promesses, c'est pareil, je dirais la même chose aussi pour les municipalités, les régions aux États-Unis qui s'engagent à être vertes. Quand ils vous disent, en 2050, on sera neutre vis-à-vis du carbone, bon... Alors déjà, ils calculent ça de façon erronée parce qu'ils ne tiennent pas compte du carbone qui est importé dans leur ville et donc qui consomment eux-mêmes. Mais en plus, c'est pour 2050. De toute façon, ils ne seront plus là, ils ne seront plus au pouvoir. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement gratuit. Il faut faire quelque chose aujourd'hui. Alors, quoi faire ? Quoi faire ? Il y a quelque chose qui a marché pour pratiquement toutes les pollutions. C'est de mettre un prix dessus pour forcer les gens et encourager les gens finalement à choisir des circuits courts, à isoler leur maison, à avoir des voitures qui sont moins polluantes. Pareil pour les entreprises, pour des procédés industriels, pour les administrations, qu'ils fassent plus d'efforts. Donc effectivement, on touche au portefeuille, mais c'est la chose qui marche et qui a une autre vertu, qui a deux vertus principales. La première, c'est que c'est une façon efficace de faire les choses. C'est-à-dire que quand on vous met un prix du carbone à 50 € ou en Suède à 100 €, ça veut dire que bon, si vous pouvez dépolluer à 10 €, vous le faites parce que vous voulez économiser le prix du carbone. Mais si par contre c'est quasiment impossible pour vous de le faire parce que ça vous coûterait 500 €, vous ne le faites pas. Donc ça oriente finalement les choix des individus et des entreprises vers ce qui est le plus efficace. L'autre chose qui est très utile, je pense, c'est que c'est simple. C'est une simplicité biblique. Parce que ça remonte toute la chaîne de valeur. Parce que le prix du carbone à chaque étape sera inclus dans le prix final. Parce que les entreprises vont évidemment faire passer ce prix du carbone dans le prix final. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous vous demandez, est-ce que c'est vert de manger des légumes qui sont produits en Midi-Pyrénées par rapport à manger des légumes qui sont produits en Espagne ? Alors vous allez dire, en Espagne, il y a plus de transport et donc c'est moins vert. Mais si ce qui est produit en Midi-Pyrénées est produit sous serre et utilise de l'énergie, c'est pas clair. Vous utilisez une voiture électrique, est-ce que c'est vert ? Il faut réfléchir, c'est compliqué. Oui, c'est vert, ça dépend si c'est produit avec du nucléaire ou avec du charbon, l'électricité. Qu'est-ce qui a été fait pour extraire le lithium, etc. Enfin, c'est très très compliqué fondamentalement. C'est un calcul très compliqué, on n'a pas du tout l'information nous-mêmes en tant que consommateurs pour savoir qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui n'est pas vert. Et l'avantage d'un prix du carbone, c'est qu'il est reflété tout le long de la chaîne de valeur. Et donc, on ne peut pas y échapper d'une certaine manière. Vous dites que c'est d'une simplicité biblique taxer le carbone. Mais est-ce que justement, ce n'est pas trop simple ? Est-ce que ce sera la solution à la crise climatique ou est-ce que c'est suffisant à solutionner la crise climatique ? Alors, jusqu'ici, il faut quand même faire une remarque, puisque le constat actuel... C'est un constat qui est scientifiquement confirmé, mais enfin, c'est le constat qui existait déjà à Rio en 1992. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on en parle, ça fait beaucoup d'années que les gouvernements ne font pas grand-chose. Et ça dans le monde entier. Donc, il faut réagir. Maintenant, il faut utiliser des instruments qui marchent. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier, et en particulier en France, mais dans le monde entier, qui vous font croire que ça ne va rien coûter de décarboner. Et ça, je trouve que c'est irresponsable. C'est irresponsable parce que si c'était vrai, on l'aurait déjà fait. En fait, on ne le fait pas parce que ça va coûter quelque chose et c'est pas très populaire. Et donc là, il faut avoir le courage en tant qu'économiste de dire non, ça va coûter quelque chose.
Et tant pis, si on perd 5% de PIB, sauver la planète, ça vaut bien 5% de PIB, je pense. Alors 5%, j'en sais rien exactement, ça dépend, parce que plus on attend, plus ça sera cher. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est-à-dire qu'on attend, donc on continue à émettre des quantités invraisemblables de carbone qui s'accumulent dans l'atmosphère, et donc ça va devenir de plus en plus cher d'arriver aux objectifs, par exemple, de neutralité en carbone. Est-ce que la diminution de ce PIB, les pays du Nord vont plus facilement se le permettre que les pays du Sud? Est-ce que du coup, c'est pas une taxe discriminante vis-à-vis des pays du Sud? Alors c'est aussi une très bonne question. Quoi faire avec les pays du Sud qui vous disent « Oui, mais vous avez financé votre croissance et vous avez bien vécu pendant des années sans taxe carbone. C'est-à-dire que vous nous avez pollué et puis vous avez profité de ça et puis maintenant vous nous demandez d'avoir une taxe carbone et nous, ça va ralentir notre croissance et nous sommes pauvres. » Et il y a un argument derrière ça, bien sûr, c'est très délicat. Mais la réponse, c'est pas de leur dire bah, vous n'allez pas avoir de taxe carbone. Parce que si vous regardez la pollution dans les années à venir, elle va être essentiellement en Chine, en Inde, au Brésil, etc. Alors, il y aura toujours la pollution en Europe, encore plus aux États-Unis, etc. Mais, alors, je ne parle pas de la Russie, mais disons que si on ne donne pas d'incitation aux Indiens, aux Chinois, aux Brésiliens, etc., de faire des efforts pour limiter leur carbone, leur consommation de carbone, on n'atteindra jamais les 1,5 ou 2 degrés Celsius de réchauffement. On va être à 4 ou 5. Et donc, ce qu'il faut faire à la place, c'est dire non, non, vous allez avoir une taxe carbone ou un de ces mécanismes, et puis on va vous compenser. Et d'ailleurs, c'est toute l'idée du fonds vert. À part que le fonds vert, tel qu'il a été construit à Copenhague et à la COP21, ne va pas marcher. Parce qu'on fait des promesses aux pays pauvres, mais c'est des promesses collectives. Et les promesses collectives, ça ne marche jamais par définition, parce que personne ne se sent responsable de tenir ses promesses. Et donc, c'est un petit peu dommage. Donc, la solution, pour résumer, c'est exactement comme avec les gilets jaunes. La réponse aux gilets jaunes et la réponse aux pays du Sud, c'est exactement la même. Non, il faut que vous ayez une incitation à réduire votre empreinte carbone, et on va vous faire payer pour ça, et on vous compense. Vous avez avancé un chiffre, vous avez dit que ça nous coûterait 5 points de PIB. Il y a un consensus scientifique sur ça? Non, ou c'est juste... on ne sait pas exactement parce que c'est très compliqué à calculer parce que ça va dépendre de plusieurs choses. C'est-à-dire, déjà, quand on va commencer, parce que plus on attend, évidemment, plus ça va coûter cher. Quels vont être les progrès technologiques? Il peut y avoir un progrès technologique rapide ou il peut être très lent. Actuellement, il est beaucoup trop lent, justement parce qu'il n'y a pas de prix carbone. Parce que vous allez voir des jeunes qui commencent des start-up verts, qui essaient d'avoir des technologies qui réduisent le carbone ou qui capturent le carbone. Et vous leur demandez, mais vous avez besoin de quoi? Ben, nous, on a des subventions de l'État, ça va, mais si on veut passer à la vitesse supérieure, il faut aller voir des actionnaires, des banquiers qui vont nous financer. Et vont nous dire, mais qu'est-ce que vous avez comme revenu en face? Et les revenus, quand vous avez une innovation verte qui vous permet de polluer moins, quels sont les revenus? Ben, c'est le revenu des licences que vous octroyez à ceux qui autrement auraient pollué, pour leur éviter de polluer. Et quel est le prix de ces licences? Ben, c'est le prix du carbone. C'est exactement le prix du carbone qui va déterminer combien les innovateurs vont gagner grâce à leurs innovations vertes. Et indirectement, c'est comme ça que les banquiers et les actionnaires vont financer les entreprises qui sont dans cette lignée. Et on a actuellement trop peu malheureusement, d'innovation verte. Vous avez parlé d'une baisse du PIB pour agir en faveur du climat. Est-ce qu'il faut comprendre que vous, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, vous prônez la décroissance? Alors peut-être, je devrais peut-être retourner la question et vous demander à vous deux quelle est votre vision sur cette décroissance. En tout cas, ça semble nécessaire d'arriver vraiment à concilier l'économie et l'environnement et pas chercher à tout prix le développement si ça se fait au détriment de la planète. Tout à fait, je pense. De toute façon, je pense que les économistes n'ont jamais dit qu'il fallait avoir la croissance à tout prix. Il y a une qualité de la vie qui est quand même cruciale. Et alors, quand on parle de l'existence de la planète, c'est encore plus clair. Mais donc, c'est pas le sujet. Le PNB, c'est important parce qu'on le voit très bien avec les gilets jaunes. Si vos revenus stagnent ou décroissent, s'il y a un déclassement économique,
C'est clair que les gens n'ont pas la même vision et c'est normal. Donc il faut faire attention au PNB, mais ce n'est pas une religion non plus. Et donc quand il y a des enjeux comme l'environnement, ben, il faut qu'on fasse un effort pour... Alors après, est-ce qu'on doit appeler ça de la décroissance? Je ne sais pas, là je parle par rapport... De toute façon, il y aura toujours de la croissance. Donc la décroissance, après on peut dire, voilà, on peut très bien dire, après tout, on veut une autre société. Moi, pour un économiste, ça va très bien. Par exemple, pourquoi pas travailler 20 heures par semaine et puis gagner moins? Le pays serait moins riche. Pardon? Vous pensez que ça peut être tout chamboulé? C'est un choix de société sur lequel l'économiste n'a pas grand-chose à dire. C'est un choix de la société. Et donc, si on veut travailler 20 heures par semaine parce qu'on veut passer plus de temps avec ses amis, avec ses enfants, etc., j'ai absolument aucune objection à ça. Mais il faut en voir les conséquences. C'est-à-dire qu'il faut une adéquation entre l'économie et la société. Après, le choix de société, chacun a son... Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y a un choix unique. Alors sur le climat, on n'a pas le choix, on est tous sujets au même climat, mais sur d'autres sujets, ben, on peut très bien voir qu'il y a des gens qui ont envie de travailler beaucoup, il y en a d'autres qui ont envie de travailler moins. De même qu'il y a des gens qui ont envie de prendre leur retraite tard, il y a des gens qui ont envie de prendre leur retraite tôt pour des raisons diverses et souvent justifiées. Et donc, il faut accommoder Mais au niveau global, effectivement, c'est vraiment un choix de société. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord avec ça, mais... Je me permets de vous demander, vous avez parlé d'innovation verte. Est-ce que le progrès technique peut entrer en adéquation avec un progrès climatique? Oui, alors tout à fait, je pense que... Mais alors, il faut effectivement qu'il y ait plus d'innovation qui soit orientée vers la réduction d'émissions de carbone. Après, on peut se dire, oui, mais l'économie peut faire du mal à l'environnement. Mais là, je dirais, de nouveau, il faut avoir un peu de courage. Vous voyez les transports aériens, vous voyez les transports maritimes, il n'y a pas de taxe carbone. De même que les agriculteurs, les taxis ne paient pas de taxe carbone. Et donc, dès qu'il y a un gruyère, ceux qui payent la taxe carbone vont dire, mais attendez, c'est pas normal. Pourquoi moi je paierais la taxe carbone et d'autres personnes qui créent les mêmes externalités sur la société n'en paient pas? Donc il faut que ça s'applique à tout le monde. Et on a trop tendance en France, mais dans le monde entier, mais en particulier en France, à faire des exemptions systématiques plutôt qu'éventuellement, si on est inquiet pour un groupe social, essayer de le compenser par d'autres méthodes, mais pas enlever l'incitation à réduire le carbone. Toujours sur l'environnement, c'est une question pas très économique que je vais vous poser. Vous nous dites que la solution, elle passe par la taxe carbone, mais nous, on reçoit à longueur de journée des messages qui nous disent « faites ça, achetez ça pour le bien de la planète ». Finalement, on peut les suivre pour notre bonne conscience, mais c'est pas ça qui va chambouler quoi que ce soit. Alors, effectivement, donc là, on en vient à la responsabilité sociale de nous-mêmes, les individus, et puis des entreprises. Qui se pose justement parce qu'il y a une double défaillance. Il y a une différence du marché, puisqu'on émet de la pollution qui fait du mal à l'humanité, et il y a une défaillance de l'État qui ne veut pas corriger le marché. En gros, c'est ça. Donc il y a une double défaillance de l'État et du marché. Donc qu'est-ce qui reste? Mais il reste nous pour réagir. Et donc c'est là qu'intervient la responsabilité sociale. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on pousse ça. Mais ça a ses limites aussi, il faut bien réaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer l'État. Si l'État ne veut pas le faire, on n'y arrivera pas. Alors nous, en tant qu'individus, en tant qu'entreprise, on peut faire quelque chose, ça sera utile, mais tant que l'État ne s'y mettra pas, on aura du mal. Donc les défis pour la responsabilité sociale des individus et des entreprises, c'est tout d'abord le fait qu'on est tous prêts à faire un petit effort pour la planète, mais... Est-ce qu'on va supprimer ce voyage en avion? Est-ce qu'on va ne plus prendre sa voiture, etc. etc. Voilà, on ne va pas forcément le faire. Est-ce qu'on va dépenser, plutôt que d'avoir des vacances cette année, dépenser dans l'isolation de sa maison? Bon, on ne le fait pas forcément, donc il y a un peu, effectivement... c'est vrai que ces efforts à soi-même d'une personne ne va pas changer grand-chose. Évidemment, les efforts de tout le monde changent beaucoup le monde. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'information. C'est l'information de savoir qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, on est en train de faire des progrès là-dessus. Il faut des critères,
Il faut des mesures aussi, il faut des agences de notation dans des domaines non financiers, donc il y en a un certain nombre qui se sont formés, etc. Mais il va falloir de la régulation, je pense, pour aussi, si vous avez des économies, vous voulez sans doute le mettre peut-être dans quelque chose qui est vert, même si vous perdez un petit peu de rendement, mais vous voulez être sûr que c'est vert. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose qui n'a aucun impact. Il faut que ça soit quelque chose qui a un impact. Et donc, il y a tout un volet sur lequel on travaille pour essayer de développer des instruments qui vraiment aient un impact, et pas simplement qu'on soit dans l'apparence, dans la posture. Moi, je fais des choses vertes. Non, il faut qu'on fasse des choses qui, elles, auront un impact. Et ça on manque d'informations pour ça. Et donc, c'est important, finalement, d'avoir des gens, des agences de notation, des régulations qui vous disent, voilà, ça c'est bien, et qui vous aident, quoi. Cécile, Quentin, on l'a dit, vous êtes étudiant à Sciences Po, vous suivez un master de journalisme. Dans un an, vous devriez, si tout va bien, commencer à travailler. Je ne sais pas quelle idée vous avez eue de choisir le journalisme, mais je vous souhaite d'y arriver. Cécile, peut-être Quentin d'abord, est-ce que toi, ton rêve ultime, c'est d'avoir un CDI? Un CDI au point, ou je ne sais pas, dans un autre canard, mais un CDI. Alors, je rêve pas toutes les nuits d'avoir un CDI, je rêve juste de faire plus tard quelque chose que j'aime. Mais pour revenir au CDI, en tout cas, c'est un gage de stabilité. Par exemple, si pour obtenir un logement, c'est beaucoup plus facile si on a un CDI à présenter dans son dossier. Donc, je ne sais pas si on peut voir le CDI comme une forme de Graal, mais ça reste un type de contrat qui a une importance non négligeable quand même. Cécile, tu me racontais un peu avant que dans ton entourage, des personnes qui sont ou étudiants ou déjà sur le marché de l'emploi et diplômés, donc des études supérieures, qui font ce que nous on qualifierait de petits boulots, qui bossent pour Deliveroo, qui bossent pour Uber, c'est ça? C'est ça, il y a énormément d'étudiants en France, ce qui a démontré tragiquement l'événement de Lyon dans la semaine. Il y a énormément d'étudiants qui peinent à joindre les deux bouts, qui ont des petits boulots, et notamment auprès de tout ce qui est Uber, Deliveroo, Amazon, des choses comme ça pour payer leur loyer, financer leurs études. Et du coup, je me pose une question. Est-ce qu'on est toutes et tous condamnés à être freelance ? Alors, d'abord, je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec la mise en relation très facile, le back-office qui est très facile maintenant avec ces nouvelles techniques, c'est plus facile d'être freelance. Et en plus, on a sa propre réputation. C'est-à-dire que quand vous êtes chauffeur de taxi Uber, vous avez votre réputation. Tandis qu'autrefois, on se fiait finalement à la réputation de G7 ou Toulouse Capital, etc., Taxi Capital, pour savoir, et puis ils faisaient le ménage aux besoins parmi leurs chauffeurs. Là, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, vous êtes noté, donc c'est plus facile d'être freelance. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des bonnes raisons pour lesquelles il y aura toujours des emplois salariés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent de toute façon avoir la sécurité d'un emploi salarié, de ne pas avoir à s'occuper de comptabilité, de ne pas avoir de faire ce genre de choses. Et puis qui peuvent mettre aussi la quantité d'argent qu'il faut parfois, parce que bon, une voiture, on peut peut-être se l'acheter, mais pour le reste, c'est plus difficile. Donc là, je dirais, on va avoir de plus en plus d'emplois freelance, mais il n'y en aura pas, ça ne va pas devenir 100%, loin de là, il y aura encore beaucoup de salariat. Et à la limite, moi, j'aurais tendance à dire, les gens ont des goûts différents, donc il y en a qui peuvent préférer finalement la flexibilité d'Uber. Après tout, on accepte très bien que, alors on pourra discuter effectivement, est-ce que c'est une bonne chose, hein, ça c'est un autre sujet, mais on accepte très bien qu'il y ait des étudiants qui aillent servir dans un restaurant le soir. Quelle est la différence avec conduire un Uber le soir? Enfin, je vois absolument pas de différence. Donc après, il faut une protection sociale, bien sûr. Et la protection sociale devrait être à peu près neutre, d'une certaine manière, qu'on choisisse un emploi salarié et un emploi libre. Après tout, il y a beaucoup de gens qui sont en libéral, et le plombier, le médecin, etc., souvent sont en libéral, et pourquoi pas des chauffeurs de taxi. Enfin, et déjà, il y en a déjà de toute façon. Donc, moi, je dirais, c'est pas vraiment le sujet. La question, c'est effectivement que les gens qui travaillent pour Uber aient une assurance santé qui soit correcte,
cotisent pour leur retraite, etc. Donc, et que finalement, après, une fois qu'on a fait une neutralité vis-à-vis du système social, ben après, les gens choisissent un petit peu. De même qu'il y a des médecins qui préfèrent travailler à l'hôpital, d'autres préfèrent travailler en libéral, etc. Après, chacun choisit un petit peu ce qu'il préfère. Et on peut l'implanter, ce système de protection sociale équivalente il faut de toute façon il faut de la régulation toujours. Donc il faut que l'État, vis-à-vis des plateformes, fasse en sorte qu'il y ait une certaine neutralité vis-à-vis de ces choses-là. Alors après, il y a un autre sujet qui est plus compliqué, c'est le temps partiel. Donc ça concerne en particulier les étudiants, mais pas seulement les étudiants. J'ai vu des gens qui font Uber pour 3 heures par jour parce qu'ils veulent se faire un peu plus d'argent, ou ils sont retraités, ils veulent... Enfin, ça, c'est à l'époque où il y avait Uber Pop. Ils voulaient simplement voir des gens, discuter un peu avec des gens pendant les 3 heures par jour, des trucs comme ça. Et maintenant, c'est plus possible. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça, on pourra discuter. C'est un phénomène un peu de société aussi, un peu un choix de société. Est-ce que l'État a des emprises sur des entreprises comme Uber, Deliveroo, Amazon Alors, je crois qu'il faut que l'État ait une emprise. La question, c'est pas de freiner la croissance de ces entreprises ou de tuer l'innovation ou ce genre de choses. Mais l'État doit être régulateur dans un certain nombre de domaines, puisqu'on parle du digital, régulateur au point de vue social, régulateur au point de vue droit de la concurrence, le pouvoir de marché, quoi, régulateur au point de vue des données. Et là, je voudrais insister sur le fait qu'en Europe, avec la réglementation des données, qui est encore très très imparfaite. Hein. Je peux vous parler de tous les problèmes qui se posent avec ça, et elle est totalement contournée. Mais au moins, on a été les premiers en Europe à dire attention, il y a un problème, parce qu'il y a un gros problème. Donc là, il faut. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que on est dans une situation où on n'est plus derrière le voile de l'ignorance. Vous regardez les 20 grandes entreprises mondiales du tech, il y en a 11 américaines et 9 chinoises. C'est pas compliqué. Aucune européenne. Pas de Russes, pas d'Indiens, pas etc. Nulle part. Il y a deux pays sur 196 qui ont les 20 plus grosses entreprises mondiales de tech. Donc là, on est dans une situation un peu compliquée. On est dans une situation un peu compliquée, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire des choses. Et d'ailleurs, j'ai vu que la couverture du Point était sur Margrethe Vestager, qui, en tant que commissaire de la concurrence, a essayé de faire des choses sur les GAFA. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de punir les GAFA parce qu'ils ont du succès, c'est pas le sujet. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils respectent les règles du jeu au niveau droit de la concurrence, les données, ceci, les cela. Je pense que c'est... Ça veut dire que vous n'êtes pas favorable, vous n'êtes pas un partisan du démantèlement des GAFA? Alors, le démantèlement, je serais déjà plus favorable d'empêcher les acquisitions, c'est-à-dire de changer la charge, la preuve, comme on dit. Actuellement, quand vous avez une fusion-acquisition, c'est la commission, la direction générale de la concurrence à Bruxelles, c'est le département de la justice à Washington, etc., qui doit prouver que la fusion va être anticoncurrentielle. Et ça, quand vous avez des acquisitions très tôt dans le cycle de vie d'une entreprise, par exemple, c'était le cas de WhatsApp ou Instagram par Facebook, le rachat par Facebook, c'est impossible à prouver, parce que WhatsApp, Instagram avaient très peu de parts de marché, étaient sur des choses un peu différentes de Facebook, etc. Vous ne pouvez pas prouver. De même, quand une grande compagnie pharmaceutique achète une molécule similaire à la sienne et après la tue, hein, on a de l'évidence empirique là-dessus, la nouvelle molécule n'a pas encore vendu, elle n'a même parfois même pas passé les tests de sécurité, et donc vous avez une situation où le droit de la concurrence, les autorités de la concurrence ne peuvent pas prouver que c'est anticoncurrentiel. Mais on peut avoir une idée qu'après tout, Instagram et WhatsApp sont des plateformes, des réseaux sociaux, comme Facebook, et donc auraient pu devenir des concurrents pour Facebook. Et là, je dirais, ça aurait dû être à Facebook de prouver que c'était une bonne acquisition pour la société, et non seulement pour Facebook. La charge, la preuve devrait être dans ces cas-là mise du côté de la grande entreprise qui est dominante et qui achète quelque chose qui est similaire à ce qu'elle fait. Alors les gens rouspètent, ils disent oui mais attention, mais comment on va pouvoir vendre notre entreprise quand on est une start-up si on ne peut pas la vendre à Google et Facebook? Ben, la réponse est simple. Tout d'abord, on peut faire une introduction en bourse. Et deuxièmement, si on ne veut pas faire une introduction en bourse,
on peut le vendre à quelqu'un d'autre. Instagram et WhatsApp auraient pu être vendus à Microsoft, par exemple, plutôt qu'à Facebook, qui était le concurrent évident. Donc il y a des choses à faire et je crois qu'il ne faut pas hésiter à agir. Et je pense que l'Europe peut être en pointe sur ce sujet. On va revenir sur le marché du travail et vos craintes. Quentin, peut-être, j'ai un peu l'impression que tu t'interroges plutôt sur votre idée de CDI flexible. Oui, ce principe de CDI flexible, ça semble synonyme de plus de précarité. Alors en quoi ce serait une bonne chose ? Alors à ça, je réponds que la précarité, elle est déjà là et de façon assez fantastique. En France, il y a quand même beaucoup de précarité, justement pour les jeunes et puis pour les plus de 50 ans qui peinent à retrouver un travail. Donc la précarité, elle est là. C'est tous les CDD et puis surtout les passages par la case chômage. Donc déjà, sur le plan de la précarité, je pense que c'est quand même pas extraordinaire et que ça a des conséquences parfois invisibles. Donc il y a effectivement les conséquences visibles. On voit les gens qui ne trouvent pas un travail et qui sont au chômage et qui sont un peu désespérés. Mais on voit aussi des gens qui s'accrochent à leur CDI, même s'ils sont fâchés avec leurs collègues ou leurs patrons, etc. Okay. Quand il n'y a pas de marché du travail qui fonctionne correctement, ça veut dire que quand on a un CDI, on essaie de le garder même si on est malheureux, même si on a envie d'avoir un nouveau défi aussi. Parce que là, il n'y a aucune raison qu'on fasse le même job toute sa vie. Et donc, il y a un peu ce problème, il y a des tas de conséquences, sans parler des conséquences sur la collectivité. Parce que l'assurance chômage, ça coûte extrêmement cher. Et donc, ce qu'on proposait, moi je n'aime ni le CDI ni le CDD, et ce qui était proposé, c'est finalement appliquer au monde du travail ce qui existe déjà dans l'environnement, c'est-à-dire de responsabiliser les entreprises et de les faire réfléchir 2 fois avant de licencier, mais de ne pas dire on va licencier automatiquement, on ne licencie pas, ou avoir ces procédures qui durent 4 ou 5 ans, comme ça se passe avec le système judiciaire, qui de toute façon n'a pas d'information sur est-ce que la personne est utile à l'entreprise ou devrait être gardée par l'entreprise. C'est un peu à pile ou face. Hein. Et d'ailleurs, ça change selon la juridiction où vous allez. Donc, voilà, c'est une logique économique à la chose. Le chômage, qui est quand même depuis 40 ans très élevé en France, hein. Alors, il monte, il baisse selon le climat économique, mais enfin, en gros, il y a eu 8-10% de chômage pour 40 ans déjà. C'est pas normal. Quand d'autres pays arrivent à 3, 4, 5% de chômage, c'est pas normal d'avoir ce genre de choses. Et ça a beaucoup de conséquences invisibles dont je parle par ailleurs. Donc, à mon avis, il faut quand même essayer d'avoir un mécanisme qui soit plus efficace pour la gestion du marché du travail. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour donner du travail aux gens tout en évitant la précarité ? Est-ce qu'il y a une recette miracle, entre guillemets ? Alors, le travail, c'est des emplois qui se créent. Pourquoi on a du mal à trouver un CDI souvent? Alors, il y a quelques exceptions, parce qu'il y a des domaines qui essaient de recruter des CDI et qui n'y arrivent pas. On pourrait discuter de ça. Mais en gros, les gens ont du mal à trouver des CDI. Pourquoi? Parce que les entreprises ne créent pas de CDI. Pourquoi les entreprises ne créent pas de CDI? Simplement parce que, pas assez, disons, pas assez de CDI, c'est parce qu'elles ont peur de l'avenir. Et si elles s'aperçoivent que la personne ne leur donne pas satisfaction, mais surtout que cette activité, finalement, n'est pas soutenable, elles savent qu'elles auront beaucoup de mal, finalement, à se séparer de l'employé. Donc, ça pose un problème d'adaptabilité pour les entreprises. Et du coup, les entreprises abusent des CDD et tous les emplois précaires divers, maintenant des CDD, c'est incroyable, des CDD de 15 jours, des choses comme ça, abusent de ça simplement parce qu'elles ne veulent pas créer de CDI. On marche sur la tête. Et ça va empirer, le pire, c'est que ça va empirer. J'espère que non, il y a eu des réformes, mais ça va empirer. Pourquoi? Parce que très rapidement, on a l'intelligence artificielle qui arrive dans tous les emplois. Tous nos emplois sont menacés. D'accord? C'est pas dramatique en soi-même. Mais effectivement, ça veut dire que les emplois vont changer au fur et à mesure. Donc si vous êtes employeur et vous dites peut-être que cet emploi, même si je réussis dans mon activité, peut-être dans 5 ans, il aura changé et j'aurai besoin d'un spécialiste avec d'autres talents, vous n'allez jamais donner un CDI. Donc ça va devenir comme le progrès technologique est très rapide, vous allez arriver à des situations complexes. Et alors justement, comment on fait pour ne pas être dépassé par les robots, l'intelligence artificielle et arriver sur le marché de l'emploi sans avoir le risque de se faire remplacer? C'est un gros sujet. Alors, il faut comprendre que les robots et l'intelligence artificielle va effectivement
remplacer beaucoup d'emplois, y compris des emplois extrêmement qualifiés, on le sait, hein, y compris les médecins spécialistes, etc. On voit même des avocats maintenant. C'est très très compliqué, donc on est tous menacés par les robots et par l'intelligence artificielle, et c'est très anxiogène aussi. Et donc la question, c'est comment on combat ça, et c'est pas évident. Je ne sais pas si on veut une façon de dire, c'est qu'on va taxer tous les robots, on va empêcher les gens d'utiliser de l'intelligence artificielle, supposer qu'on puisse le faire. Mais évidemment, tous les emplois de ce type-là vont partir à l'étranger. Donc, donc il faut aussi fermer les frontières. Enfin, on peut se faire une autarkie comme ça et fermer tout, et puis s'appauvrir, et puis dire, tant pis, on a encore les emplois. C'est pas facile, on n'a jamais fait ça dans l'histoire de l'humanité, pratiquement. Donc c'est un petit peu complexe. Alors après, il faut effectivement qu'on ait un marché du travail qui fonctionne bien, de sorte que les gens puissent retrouver un travail et puissent aussi être, ce qu'on fait très très mal en France, avoir une formation continue et une formation initiale qui soit très bonne. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'en France, la formation initiale n'est pas terrible, que ce soit au collège, au lycée, à tous les niveaux. Vous regardez les classements internationaux, la France se classe très mal. Et en plus, c'est très inégalitaire. Donc, en moyenne, on est mauvais, et en inégalité, on est mauvais. Alors, on va toujours parler de la médaille Fields qui va sortir de Normal Sup, etc. Mais oubliez ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les Français doivent être mieux éduqués. On est à la traîne dans les classements internationaux. Après, sur la formation continue, on est aussi complètement à la traîne. C'est-à-dire qu'on a des formations qui ne sont pas bien certifiées. On donne des formations qui ne vont pas préparer les salariés à retrouver un emploi si jamais ils le perdent le leur, etc. Donc, il y a tout un travail de fond, mais le gros problème, c'est que c'est un travail de long terme. Tout ça, quand on parle de la formation continue, quand on parle de la formation initiale, c'est un travail de très long terme. Et donc, il faudrait un consensus social. Et ça, je voudrais insister là-dessus, c'est qu'en France, malheureusement, on n'a pas ce consensus social. Et d'un point de vue politique, on a des problèmes. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette miracle, mais on revient à la taxe carbone. Moi, j'étais frappé comment cette taxe carbone a été une catastrophe en France, alors qu'en Suisse et en Suède, on a réussi à mettre une taxe carbone beaucoup plus élevée dans un consensus social. Vous avez les gilets jaunes, après, qui disent on a fait une consultation, c'est bien. Mais les gilets jaunes et les gens qui ont été consultés lors du grand débat ont dit il nous faut moins d'impôts et il nous faut beaucoup plus de services publics. Les deux peuvent être légitimes, mais enfin l'équation ne marche pas. Enfin, vous faites les calculs, c'est pas possible. Donc il faut. Vous avez un débat en Suisse, les gens discutent, voilà, j'aurais bien plus de services publics là, je vais sacrifier tel service public qui ne sert plus à grand-chose, ou je vais avoir un peu plus d'impôts. Voilà, il y a un débat où on parle vraiment sérieusement de choses. Si c'est simplement des souhaits, un peu des plans sur la comète, ça ne va pas marcher. Donc il y a un problème d'une part de débat et aussi un problème de consensus en France. Et je pense que la façon dont ça se passe, en particulier dans certains pays scandinaves, devrait nous inspirer, parce que pour lutter contre une éducation en berne, pour garder un système de santé, pour combattre le réchauffement climatique, etc., si on n'arrive pas à être tous alignés sur un certain objectif, on aura quand même beaucoup de mal. On a parlé de l'entrée sur le marché du travail, vous avez parlé de la formation continue, il y a un sujet qui arrive, c'est la réforme des retraites. Il me semble que vous êtes plutôt favorable à la clause dite du grand-père, non? C'est-à-dire une application éventuelle aux nouveaux entrants, c'est bien ça? Alors, je ne suis pas un spécialiste des retraites, mais c'est vrai que je pense que, par exemple, pour la SNCF, c'était une bonne façon de faire les choses, puisque les employés de la SNCF avaient une certaine espérance de ce qu'ils allaient obtenir. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas garder le même statut si on voulait relancer le rail. Hein. C'est aussi simple que ça. Si on voulait relancer le rail, on ne pouvait pas le garder le même statut. Il fallait changer les règles, etc. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait au moins que tous les nouveaux entrants soient au régime normal, le régime de tout le monde. Et après, il y a une question politique. Est-ce qu'on donne le droit du grand-père? C'est-à-dire, est-ce qu'on protège? Et il y a un argument pour, un argument contre, en gros. Hein. L'argument pour, c'est de dire on a fait des promesses, par exemple aux cheminots, et puis maintenant, ils se retrouvent avec ces promesses qui sont bafouées. L'argument contre, c'est que ça prend énormément de temps à changer quelque chose.
C'est un peu ce que disait Delevoye sur la question des retraites, c'est que ça va prendre beaucoup de temps avant de rétablir l'équilibre du... Enfin, il faudra encore des réformes, bien sûr, mais avant de rétablir l'équilibre des cotisations avec les prestations. Donc ça, c'est compliqué. Il y a une décision très politique, là, je dirais. C'est-à-dire, entre le respect des promesses et d'autre part, le fait que si on ne fait pas une grosse réforme, ça va prendre 30 ans avant que ça ait un effet assez fort, alors qu'on est dans une situation un peu difficile d'un point de vue fiscal et sociétal, et coût du travail aussi. Donc, et là, il y a une décision politique à prendre. Jean Tirole, dernière question, vraiment, parce que je vois que déjà nous avons dépassé notre temps et Boris va me taper dessus en sortant. Et je pose aussi un peu la même question à Cécile et Quentin. Je t'avertis, Boris. Quentin, Cécile, est-ce que vous pensez faire travailler, vivre toute votre vie en France? Alors, au moins en Europe, je pense. Vous parliez tout à l'heure des gens qui refusaient de prendre l'avion. C'est une décision que je tends à appliquer et donc j'essaye de réduire mon cercle d'opportunités, mais après on ne sait jamais. Et moi je dirais plutôt en France de base, et après en tant que journaliste, pourquoi pas, on peut être amené à être correspondant à l'étranger ou ce genre de choses. Et Jean Tirole, vous, pourquoi vous vivez toujours en France? Pourquoi vous n'êtes pas aux États-Unis? C'est vrai que, comme on discutait tout à l'heure, c'est vrai qu'un des drames un peu de l'Europe, c'est que les cerveaux, les meilleurs chercheurs par exemple, ou les meilleurs entrepreneurs, sont partis à l'étranger. Alors aujourd'hui, c'est en Angleterre et surtout aux États-Unis. Demain, ça sera à Singapour et en Chine qui montent très vite. Et c'est dramatique. Et on le voit bien, donc avec le prix Nobel d'Esther Duflo. Tout à l'heure, cet après-midi, j'ai assisté à un séminaire de Luc Julia, qui est un Français qui est à Silicon Valley. C'est lui qui a inventé la reconnaissance vocale d'Apple, que vous utilisez tous les jours. Et il nous faisait un séminaire à TSE qui était passionnant. Mais il est à Palo Alto. Alors là, il a un petit truc à Paris, heureusement, et c'est sympathique. Moi, j'avais une vie merveilleuse aux États-Unis. J'étais au MIT, j'avais une vie fantastique. En plus, j'aimais bien Cambridge. Je ne dis pas que j'aimerais tous les États-Unis, mais Cambridge, j'aimais beaucoup. Et donc, Boston. Donc, j'ai décidé à ce moment-là, j'avais un choix. Ou bien je décidais de rentrer en France et j'essayais de faire quelque chose. Et j'ai décidé de faire ça à Toulouse pour des raisons non pas personnelles, je ne suis pas du tout de la région, mais pour des raisons entrepreneuriales, parce qu'il y avait une équipe sous la direction de Jean-Jacques Lafont qui a créé quelque chose à Toulouse. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais où je peux faire quelque chose pour mon pays. C'était il y a 27 ans, 28 ans, et je suis toujours là, parce que je me dis, bon, voilà, je peux faire quelque chose. Mais je comprends aussi ceux qui, honnêtement, s'expatrient, parce que c'est vrai qu'ils ont des conditions de recherche et de travail qui sont parfois meilleures. Mais si tout le monde fait ça, c'est dramatique. C'est dramatique, parce que les élites s'en vont. Moi, je l'ai vécu en Grèce. J'ai parlé en Grèce au moment de la crise grecque. Et je discutais avec les étudiants et j'étais très triste. Je parlais avec les étudiants grecs en 2011-2012 et ils me disaient tous, je pars à l'étranger. Et je leur disais, mais bon, vous partez à l'étranger 2-3 ans pendant que la crise, et puis vous allez faire d'autres études, etc. Mais vous allez revenir. Non, non, je ne reviens plus dans ce pays. Et je trouve que c'est d'une tristesse extrême. Et donc nous, en tant que Français, on doit se battre justement, et en tant que Toulousains, on doit se battre pour effectivement qu'il y ait des emplois qui soient créés dans le pays, qu'on arrive à faire des choses. Et voilà, c'est un peu ma motivation, et celle de tous mes collègues d'ailleurs. Je pense qu'on a une responsabilité sociale aussi un petit peu collectivement. Merci, il y a Boris qui me sourit. Non, n'ayez pas peur. Merci, on peut applaudir Jean Tirole et les étudiants qui lui ont posé les questions, Cécile et Quentin.